Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, toujours autour du Covid-19. Tous les jours, nous vous proposons des contenus avec des hommes et des femmes qui viennent nous donner les lumières nécessaires. Aujourd'hui, notre invité est le docteur Thierry Paul Ifunza. Bonjour, docteur. Bonjour, Sir Makosso. Pour m'accompagner, comme d'habitude, sur ce plateau, Dorisca Mouzenze. Bonjour, Dorisca. Bonjour, Sir Makosso. Bonjour, docteur Ifunza. Bonjour, madame. Voilà, docteur Ifunza, aujourd'hui, la planète entière est concernée par cette pandémie du Covid-19. Est-ce que vous pouvez rapidement nous donner les éléments essentiels pour comprendre qu'est-ce que c'est le Covid-19? Alors, le Covid-19, c'est une infection, c'est une maladie infectieuse causée par un virus de la famille des coronavirus. Le 19, c'est donc l'espèce qui cause actuellement la pandémie dans le monde. L'épidémie a débuté en Chine et elle se répand dans le monde. Donc, c'est une infection causée par un virus et c'est un peu comme la grippe. Bon, les symptômes sont un petit peu identiques avec quelques nuances et les gens meurent généralement des complications comme de la grippe. Et ce qui inquiète un peu les professionnels de santé et tout le monde, c'est la vitesse avec laquelle cette infection se répand. Donc, elle a débuté en Chine, suite à des contacts rapprochés avec des animaux. La contamination se fait par le contact de virus. Tous les objets souillés peuvent être vecteurs d'infection. Ce qui est inquiétant encore à nouveau, c'est qu'il y a un taux de mortalité, bien qu'il ne soit pas non négligeable, qui tourne entre 2 et 10% selon les pays. Donc, la situation évolue très vite. En Chine, les choses semblent se calmer, mais en Europe, ça prend de l'ampleur, et plus particulièrement en France, en Italie, en Espagne. On a bien compris, docteur, que c'est une situation qui prend de l'ampleur. Là, vous nous donnez une situation sur le plan, je dirais, de la planète. Vous êtes pneumologue, votre spécialité est directement impliquée dans la prise en charge de cette pathologie liée au Covid-19. Comment, docteur? Effectivement, en tant que pneumologue, donc spécialiste des maladies respiratoires, nous sommes au premier plan, puisque les symptômes de cette maladie se manifestent essentiellement par de la toux, des douleurs thoraciques, l'essoufflement, une fatigue, et ce sont des motifs courants de motifs de consultation en pneumologie. Donc nous sommes, disons, en première ligne. Et face à ça, donc on est vigilant. Et cette infection a complètement modifié notre pratique. Parce qu'imaginez-vous, si on arrive à être en contact entre 40 et 50, avoir 40 et 50 personnes par jour, bon, c'est pas évident qu'on peut pas rester indifférent. On est obligé de modifier notre pratique quotidienne, tant sur l'examen du patient que sur les explorations qu'on peut faire. Et actuellement, donc, on a essayé d'annuler certains rendez-vous de consultation, et surtout la consultation du suivi de maladies respiratoires chroniques. Les examens de routine également sont annulés ou décalés. Et ce qui nous aide surtout dans cette lutte contre cette infection, c'est avec les outils numériques. Ils nous ont vraiment aidés et ça permet de limiter la contamination, la propagation de l'infection et de protéger également la ressource rare qui est la ressource humaine, parce que nous travaillons avec les infirmiers, les aides-soignantes. Donc, on est exposé à cette infection. Donc, ça a complètement modifié notre pratique. Et du point de vue des malades, on a des malades qui sont vraiment affaiblis. Vous savez, il y a des pathologies comme le cancer bronchique, les maladies respiratoires chroniques liées au tabac. Ces patients sont exposés et on est obligé de prendre des mesures pour les protéger. Et ce n'est pas une situation évidente parce que ça a complètement modifié notre façon de travailler. Donc, il faut avoir un plateau technique conséquent, il faut avoir des outils de protection. Alors, pour la prévention, on est là, on suit les consignes données par les hautes autorités de santé. Il y a
le problème des gestes barrières, c'est très important de respecter ça. Il faut les masques, il faut les gants, et il faut surtout un travail d'éducation de respecter la distanciation de 1 mètre, 1 mètre 50 recommandée par les autorités de santé. Je peux vous dire que depuis une semaine à peu près, notre façon de travailler a beaucoup changé. Ce n'est plus la même chose. Même pour les endoscopies. Ah, on a perdu le docteur Ifunza en espérant qu'il revienne. C'est un D'annuler problème de certains réseau. examens, les repousser de quelques semaines. Loriska. Docteur Ifunza, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Alors, je vous entends. J'avais une question. L'une des complications dues au coronavirus, c'est des problèmes liés à la respiration. Et on a vu plusieurs cas, c'est surtout les personnes âgées qui se retrouvent avec une insuffisance respiratoire. Est-ce que vous avez enregistré plusieurs cas, par exemple des enfants, des bébés qui ont des complications respiratoires? Alors, moi, je suis pneumologue adulte, donc je ne suis pas confronté à des enfants. Toutes personnes âgées de moins de 17 ans sont censées être vues par les pédiatres. Donc, je parle surtout avec les adultes. Effectivement, c'est une pathologie qui a une prédilection. Ça touche tout le monde, hein, pas uniquement les adultes, pas uniquement les personnes âgées. On a vu des personnes de 40 ans, 50 ans se mettre en détresse respiratoire. Les personnes âgées, la morbidité est surtout liée au fait que c'est des gens qui ont beaucoup de pathologies. C'est des gens déjà qui ont des diabètes, qui sont cardiaques, des problèmes rénaux, des problèmes respiratoires. Et donc, si ça se surajoute avec le Covid-19, les choses se compliquent. Donc, c'est des gens très affaiblis. Et donc, là, généralement, les gens, ce qui fait le pronostic, c'est l'atteinte respiratoire qui se manifeste surtout par l'essoufflement. Donc, la personne a l'impression qu'il manque d'air, il ne peut plus respirer. À ce moment-là, on est obligé de faire le test. Et si on voit que le problème devient critique, on fait appel à nos collègues réanimateurs pour les prendre en charge et on travaille de concert avec eux. Docteur, on nous parle souvent des personnes avec des maladies chroniques de type diabète, hypertension, maladie rénale, mais on nous parle peu des sujets asthmatiques. Aujourd'hui, est-ce que vous avez plusieurs cas aujourd'hui des sujets asthmatiques qui sont atteints du coronavirus? Alors, effectivement, il y a certains asthmatiques. Vous savez, des asthmes, il y a plusieurs classes. Il y a des asthmes légers, des asthmes modérés, des asthmes sévères. Il y a des asthmes très sévères qui sont sous corticoïdes au long cours, qu'on appelle corticoïdes résistants. Et ce genre de pathologie, éventuellement, de par leur immunodépression due à la corticothérapie, représente un terrain à risque. Donc, dans ma pratique, parmi les patients que j'ai vus, il n'y a pas d'asthmatique qu'on envoie en réanimation, mais il y a eu des cas légers qui sont traités à domicile. Mais il faut dire que ceux qui sont corticodépendants, les asthmatiques, ils sont à risque de par leur maladie et par les médicaments qu'ils prennent, le traitement corticoïde, qui diminue l'immunité de l'organisme. Alors, docteur Ifunza, quand on parle de cette maladie, il y a une expression qui revient, c'est détresse respiratoire. Qu'est-ce que c'est concrètement, dans des mots plus simples, pour les gens qui nous suivent, de comprendre exactement ce que ce virus provoque par rapport à cette détresse dite respiratoire? Alors, détresse, si on dit le mot détresse, c'est quelqu'un qui est en difficulté, c'est le mot difficulté, comme une détresse financière, vous êtes en difficulté financière. Donc, détresse respiratoire, vous avez difficulté pour respirer. C'est un terme médical qui veut dire difficulté pour respirer. Donc, du coup, vous sentez que vraiment, pour respirer, vous avez du mal, vous cherchez de l'air, comme si on vous étouffait, comme si on vous comprimait la poitrine. Et donc, la respiration peut s'accélérer, on a l'impression, même en ouvrant les fenêtres, que vous n'aurez plus à respirer. Donc, c'est ça le mot détresse respiratoire, c'est des difficultés respiratoires. C'est tout simplement comme ça. Donc, cela nécessite quoi exactement pour aider à cette respiration? Donc, ça nécessite d'abord, dans un premier temps, de l'oxygène. Si l'oxygène ne suffit pas, à ce moment, on met ce qu'on appelle une ventilation non invasive, c'est à travers une machine à assistance respiratoire. Et quand, à ce moment-là, elle devient inefficace, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une intubation avec un réanimateur ou un anesthésiste. On fait ça, consiste à mettre un tuyau dans la gorge, ça relie juste, ça descend dans la trachée. Ensuite, on relie avec des tuyaux à la machine et donc,
c'est la machine qui vous envoie la quantité d'air nécessaire pour respirer, pour vivre. C'est ça la difficulté respiratoire. Et donc, le problème est qu'avec quand on est sous assistance respiratoire, généralement, un séjour en réanimation, c'est 2 à 3 semaines et c'est lourd de conséquences. Il y a des conséquences qui viennent après, parce qu'après, on assiste à ce qu'on fait un syndrome multiviscéral, c'est-à-dire tous les organes font faillite. Ça commence par les poumons, le cœur, les reins. Donc, on peut faire appel à la dialyse. Donc, le syndrome de détresse respiratoire, c'est cette complication qu'on redoute, mais les patients meurent parfois d'une bactérie banale. Alors, pour ces patients fragiles, il y a un microbe qui est redoutable qui s'appelle le pneumocoque. C'est un microbe qu'on peut trouver même chez les sujets sains, mais quelqu'un qui a des pathologies chroniques, eh bien, ce microbe peut devenir très virulent. D'où, moi, j'attire l'attention de nos collègues, par exemple, nos confrères de Brazzaville. Au Congo, Brazzaville, on a beaucoup de diabétiques, beaucoup de patients qui ont la drépanocytose. Et ces gens risquent de mourir d'infection à pneumocoque, une surinfection à pneumocoque, à la suite d'une infection par Covid-19. C'est très important que nos confrères puissent réfléchir aux modalités de prévention de cette complication. Docteur, nous savons aujourd'hui que l'une des pistes de traitement du coronavirus c'est l'utilisation de la chloroquine. Et nous savons qu'en Afrique, et particulièrement au Congo, nos populations prennent beaucoup d'anticoagulants. Est-ce que quelque part, nous avons une forme de prédisposition à pouvoir, je pourrais dire, face au risque du coronavirus? Est-ce que les populations africaines sont moins à risque que les populations européennes, par exemple, ou asiatiques? Alors, bon, je vous remercie de me poser cette question, elle est très importante parce que j'ai entendu certains internautes dire que les Noirs, les Africains, sont immunisés contre cette infection à coronavirus, ce qui est complètement faux. L'épidémie se répand, ça a commencé en Chine, on pensait que ça arrivait en Chine, actuellement c'est en Europe. Alors, dans les infections à coronavirus, il y a certaines espèces, par exemple, en Arabie Saoudite, qui provoquent des infections à coronavirus, mais qui n'est pas le 19, une autre espèce de coronavirus. Et pourtant, c'est un pays où il fait chaud. Donc, cette infection risquerait d'être une bombe à retardement, comme le disent déjà certains, en Afrique. Donc, il faut que les gens prennent conscience dès maintenant. On n'a aucune immunité, il n'y a aucune base scientifique démontrée que les Noirs sont résistants au coronavirus. D'autre part, vous faites bien de parler de la chloroquine. C'est pas, il y a des essais cliniques qui sont en cours, mais ce n'est pas encore validé par les sociétés savantes. C'est un médicament qu'on ne doit pas utiliser à la légère parce qu'il y a des effets cardiaques non négligeables. Il y a des essais thérapeutiques actuellement dans beaucoup de centres en Chine et au CHU de Marseille et qui montrent qu'au sous chloroquine, au bout du 6e jour, on a une diminution de la charge virale qui diminue. Donc, c'est prometteur. Il s'est même apparu récemment dans la revue scientifique qui s'appelle New England Journal of Medicine, où on a mis accent, mais ce n'est pas encore validé. Donc, les gens ne doivent pas prendre ce traitement sans que les sociétés savantes puissent le valider. Donc, c'est très important. Mais il n'y a pas d'immunité des Africains contre ce médicament. Il faut qu'on prenne conscience. D'ailleurs, le directeur général de l'OMS a lancé une alerte en disant les Africains, il faut qu'ils prennent des dispositions. Il faut qu'ils prennent des dispositions. Et j'alerte, par la même occasion, nos autorités de Brazzaville. Vous savez, au début du mois de mars, j'ai écrit un article qui a été publié sur le site honte-congolais.com où j'ai fustigé la légèreté des autorités congolaises. Nous avons des compatriotes en Chine qui sont abandonnés. L'aide promise n'est pas toujours parvenue. Et sur place, des mesures ne sont pas prises pour protéger nos concitoyens qui sont au Congo-Brazzaville. Il faudrait que les gens prennent conscience de ce risque. Ça risque d'être une bombe à retardement, comme le disent déjà certains scientifiques. Docteur, concernant toujours le Congo, il y a 15 mesures qui ont été prises par le gouvernement pour pouvoir
sensibiliser surtout les populations et surtout pour mettre en place les mesures barrières. En France, on a vu que les mesures barrières, l'une des mesures barrières qui a été mise en place, c'est de garder une distance minimale d'1 mètre entre chaque personne. Et on voit nettement que cette mesure barrière, concernant le Congo, est difficilement applicable. Dans le cadre des marchés, tout le monde est confiné. On vit souvent les uns à côté des autres, les uns sur les autres. Est-ce que cette mesure de 1 mètre entre chaque personne est réaliste par rapport à la situation pour éviter tout ce qui est complications liées aux infections respiratoires? Je pense qu'il s'agit, c'est un problème de volonté politique. Moi, je suis étonné de ces mesures dont le gouvernement a parlé, parce que ces mesures restent vagues. Premièrement, vous savez, la période d'incubation du virus, ça va de 2 à 12 jours. Donc, on pense qu'avec des mesures de confinement, plus la distanciation d'1 mètre, 1,50 m, il faudrait à peu près, je dirais, 15 jours à 30 jours pour qu'on puisse voir l'efficacité. Or, en France, nous sommes à peine une semaine que les autorités commencent à prendre conscience. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que ces mesures sont inefficaces, puisque ça a produit des effets. Donc, il faut être patient. Alors, par rapport au Congo-Brazzaville, effectivement, vous avez raison. Quand on voit dans nos marchés que les gens, quand on voit la façon dont les gens se comportent au marché, on pense que tout est difficile, mais il suffit d'expliquer à la population. Une fois qu'on a expliqué ces mesures à la population, tout devient possible. Rien n'est impossible dans la vie. Et donc, il faut que les autorités prennent des mesures, s'il le faut, en expliquant d'abord à la population, et puis des mesures coercitives. On ne peut pas faire comme si de rien n'était, alors que c'est une catastrophe qui s'annonce et qui avance à grande vitesse. Tout est possible. D'autre part, moi, j'ai été quand même surpris même de voir que le président autoproclamé du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, aurait mis en place une task force. Bon, c'est des très beaux mots en anglais. C'est une force d'intervention. Moi, je suis surpris parce que vous savez, suite à la catastrophe du 4 mars, on s'était rendu compte que nos services sanitaires ou de secourisme sont incompétents. À l'époque, il avait été décidé de mettre en place une structure de gestion des catastrophes. Et je me rappelle très bien qu'on avait confié la mission au professeur Elira Dokekias de mettre en place cette structure. Des sous avaient été bloqués. Il avait même organisé un séminaire de formation pendant 48 heures. Lui, il a mis en place, il a commencé à mettre en place cette ébauche de structure. Alors, où en est-on avec cette structure? Pourquoi maintenant parler d'une force task pour d'intervention, alors que cette structure avait été mise en place? Où en est-on aujourd'hui? Donc, il faut qu'on soit sérieux. Et moi, je pense que ces mesures dont les autorités nous ont fait état, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas sérieux. Il faut que les gens, il faut qu'on sache où on est avec cette force de gestion des catastrophes, comment elle a évolué ces 3-4 dernières années, où on est-on. Donc, c'est ce qu'on veut savoir. À partir de là, on peut dire quels sont les réajustements à faire. Donc, les 15 mesures-là ne sont pas suffisantes. Ce sont des mesurettes. J'ai suivi également l'intervention du Premier ministre, Clément Mwamba. Ce n'est pas sérieux, ça. Ce sont des mesurettes. Il faut que les gens soient sérieux. Et pourquoi l'aide n'est pas parvenue à nos compatriotes qui sont au Chili? Ce sont des étudiants, ce sont nos frères, nos sœurs. Ils sont abandonnés comme ça, ce n'est pas normal. Donc, on voit que c'était un gouvernement irresponsable. Et face à ça, il faut que nous continuions à mettre de la pression. On ne peut pas tolérer ce genre de pratique. Par rapport à ces pratiques, docteur, on va rester au Congo. Il est un peu, je dirais, regrettable de constater qu'on a très peu, je dirais, de sachants, notamment de virologues ou encore des spécialistes dans ces domaines qui interviennent dans les médias publics, qui sensibilisent la population. On a plus un discours politique aujourd'hui porté par soit la ministre, soit le porte-parole, M. Mongala, ou encore le Premier ministre lui-même. Où sont, en fait, aujourd'hui, ce sont vos collègues, vous connaissez certains, où sont-ils exactement? Qu'est-ce qui se passe qu'on ne les voit pas sur les médias occuper l'espace afin de sensibiliser la population, docteur? Alors, bon, là, vous touchez le fond du problème. Vous savez qu'au Congo, on est dans une dictature. Une dictature, il y a un maître qui est là qui donne des ordres.
Et plus vous êtes médiocre, plus vous restez longtemps dans le système. Alors, donc, les gens ne prennent pas leurs responsabilités, d'une part, et d'autre part, ils ont tous peur. Ils ont peur de critiquer le système dans lequel ils évoluent. Au niveau de la santé, je peux dire qu'ils ne sont pas préparés à affronter cette épidémie. Vous voyez que depuis le début de cette épidémie en France, tous les jours, vous voyez que les deux principaux acteurs de la santé, le ministre de la Santé de la France et le directeur général de la Santé, le professeur Salomon, donnent des débriefings tous les jours. Donc, ils sont au courant à la minute près de tout ce qui se passe sur le territoire. Or, actuellement au Congo-Brazzaville, vous savez que au niveau du ministère de la Santé, en 2015, la direction générale de la santé a été supprimée de l'organigramme, ce qui est grave. C'est le seul pays au monde où il n'y a plus de directeur général de la santé. C'est comme si aujourd'hui vous avez le ministère de la Défense, il n'y a plus de chef d'état-major, il n'y a plus rien. Parce qu'on a supprimé ça pour un problème, de convoitise financière, parce que la direction générale de la santé avait un budget autonome annuel de 5 milliards qu'il gérait dans l'opacité. Deuxièmement, les ministres Georges Moyen et Ibovi, voyant cela, ils ont dessaisi le DG à l'époque l'IRA de cette somme d'argent. Et puis, ce qu'Ibovi a encore fait pire, c'est qu'il a carrément supprimé ça pour prendre le contrôle de cet argent. Donc aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas de département qui s'appelle Direction générale de la santé. Ils ont créé 5 directions, mais qui doit gérer le pays? Dans le ministère est là pour mettre en application à la politique du gouvernement. Le patron du ministère de la Santé, c'est le directeur général de la santé. Donc, il n'y a plus rien. Donc, qui doit élaborer le projet? Qui doit animer? Qui doit collaborer? Qui doit animer les équipes? C'est le patron du ministère de la Santé. Or, actuellement, il n'y a plus de directeur général de la santé. C'est très regrettable. Et même à l'époque, quand il y avait encore la direction générale de la santé, l'IRA travaillait en solo. Alors, vous voyez aujourd'hui, le professeur Salomon, en France, travaille en solo. Il donne des informations en temps réel. Sir Marcos, vous vous rappelez, quand nous avons fait le colloque à Paris en 2011, nous avons invité le directeur général de la santé, le professeur Elira. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il veut nous donner des statistiques qui dataient de 5 ans. Est-ce que c'est sérieux ça? Un directeur général de la santé doit savoir en temps réel ce qui se passe sur le territoire. Donc, ce qui se passe au Congo, c'est très regrettable. Il y a la dictature. 2, il y a les compétences de nos autorités. Ceux qui étaient là, peut-être, je dirais, ils sont peut-être des bons médecins. Le professeur Elira, le professeur Moyen, ils étaient peut-être des bons médecins, puisqu'ils sont quand même agrégés, ils sont des enseignants. Mais sur le plan managérial, je regrette, ils n'ont fait qu'enfoncer ce ministère. Et voilà, le problème est là. Donc, ensuite, vous retrouvez Madame Lydia Mikolo, je ne sais pas ses compétences managériales, mais c'est ce qui est sûr, il est entouré des vautours qui sont là, elle ne peut rien faire. Elle est dans le système également. Donc, il faut, on peut dire, la situation est alarmante. On ne va pas s'enfoncer dans les critiques. Il y aura un moment où on viendra, on mettra les points sur les i. Il faut que nos confrères de Brazzaville, médecins, puissent se ressaisir. Ils sont médecins, ils ont prêté le serment d'Hippocrate, donc ils doivent se détacher de la politique et d'aller dans le fond de leur métier. Dire voilà, la situation arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Au niveau de la prévention, qu'est-ce qu'on doit faire? Au niveau du traitement, il y a des angles de travail qu'ils peuvent faire. Mais ce n'est pas normal qu'ils restent comme ça muets. Ce n'est pas normal. Ils défendent la profession, ils ne peuvent pas laisser le terrain libre aux politiques. Et surtout, ces politiques sont irresponsables. Donc moi, j'appelle à leur responsabilité. Il faut qu'ils puissent se ressaisir, voir un peu ce qu'ils peuvent faire au cas où cette pandémie se répandait au Congo. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur rendez-vous? Quand ils auront déjà un plan ou un mini-plan, à ce moment-là, ils peuvent aller mettre la pression sur les autorités. Et là, ils sont aux abonnés absents. C'est quand même regrettable. Il faut qu'ils se ressaisissent. C'est ce que je peux dire. Docteur Ifonza, on va rester au Congo. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a mis 1,5 milliard sur la table
pour pouvoir faire face au coronavirus? Vous êtes médecin, est-ce que vous pensez que ces mesures sont suffisantes aujourd'hui pour faire face à la pandémie? Alors, je dirais que la démarche, elle est fausse. Ça a toujours été la méthode Sassou. Il vient, il donne 1 milliard, d'abord, ce n'est pas lui qui donne. On peut pas évoluer comme ça. Il faut d'abord que les gens, les spécialistes se mettent sur la table, qu'ils fassent un projet, d'abord un projet qui soit évalué et à partir du moment où on dégage un budget. On ne peut pas dégager un budget de façon arbitraire qui va s'éduler dans les ministères. Ce n'est pas une bonne méthode. Il faut d'abord un projet, un plan sur la table, que les spécialistes se concernent et à ce moment, on verra est-ce que les 1 milliard sont suffisants ou pas. Mais pour l'instant, ça, c'est une mauvaise méthode. On ne peut pas donner comme ça 1 milliard. Peut-être que ce n'est pas assez. Je pense que ce n'est pas assez. Mais il faut d'abord que les spécialistes élaborent un projet et qu'ils fassent la pression sur les politiques. Aujourd'hui, nous savons tous que le CHU traîne des tares avec la vétusté des équipements, des équipements qui sont obsolètes. Est-ce que vous pensez que nous sommes prêts à faire face au coronavirus? Alors, je dirais non. Ma réponse est non. Donc, le problème de la démographie médicale, c'est le plus important. 2, sur le plan de la logistique, ils ne sont pas préparés parce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Bon, si les professionnels de santé sont sérieux, il faut qu'on sache quelle est la capacité de réanimation au Congo-Brazzaville. Combien y a-t-il de lits au Congo-Brazzaville? À partir de là, on peut dire combien faut-il encore en acquérir d'ici là. Et puis le plateau technique. Et les spécialistes aussi. Donc, tous ces éléments, on ne connaît pas. Peut-être qu'eux-mêmes le connaissent, mais il faut qu'ils puissent se préparer. On n'a pas les capacités. Troisièmement, combien y a-t-il de médecins au nombre de patients? Est-ce que c'est un médecin pour 10 000, pour 20 000? Ça, on ne sait pas. Donc, ça encore, c'est un problème qu'il faut régler. Deuxièmement, je vous dirai tout à l'heure que vous savez qu'en Chine, il y a 30% de patients qui ont été contaminés lors d'un passage à l'hôpital. Moi, j'ai encore lu ça dans une revue avant-hier, qui s'appelle Medline. 30% des Chinois ont pu contaminer au passage à l'hôpital. D'où l'intérêt de développer la téléconsultation, la télémédecine. Bon, moi, je veux bien, moi, je veux m'interpeller le ministre Ibombo, le pasteur Ibombo, qui est le ministre du numérique, qui se vantait que la fibre optique est arrivée à Brazzaville. Bon, maintenant, c'est le moment où la fibre optique doit travailler. Donc, il faut qu'il y ait, le numérique se développe pour que si quelqu'un a un problème de santé, mais qu'il voit, parce que tous le peu de professionnels de santé qui sont à Brazzaville, il faut les préserver. Il ne faut pas les exposer. À ce moment-là, il faut développer la télémédecine pour que les gens puissent, à domicile, téléphoner au médecin. Les cas non graves, le médecin puisse les gérer à distance. Développer ce qu'on appelle la visioconférence. Vous avez par exemple un seul médecin qui se retrouve dans la cuvette ouest ou peut-être de la Bouenza. Il se retrouve avec des patients, des cas très graves. Mais à l'aide d'une conférence vidéo assistée, il peut demander des aides à ses confrères de Brazzaville. Voilà l'intérêt de la numérique. Donc on veut que le ministre Ibombo, au lieu de se vanter, on veut maintenant qu'il nous montre en quoi son gouvernement est capable. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la fibre optique pour le plaisir. Il faut que ça puisse contribuer à quelque chose. Et maintenant, on a besoin de numérique. Et c'est ce qui se passe actuellement en France. Et nous pensons qu'à la fin de cette crise, le télétravail, le numérique prendra vraiment de l'ampleur. Mais pour le Congo, je reste toujours sceptique. Docteur, j'avais une autre question. Est-ce qu'il serait temps de faire appel aux acteurs du secteur privé qui ont peut-être plus de moyens aujourd'hui que l'État pour pouvoir faire face au coronavirus? Je cite un exemple, par exemple, la clinique médicale Sécurex. Bien. Dans les situations de crise, tout le monde doit donner de son temps pour résoudre ce problème. Donc, vous savez, même en France ici, les cliniques privées aussi, ils contribuent. Donc, tout qui peuvent, parce que le privé, ça reste le médical, donc ils sont soumises, ils sont là d'abord pour les patients. Donc, le fait que ça soit privé, ça ne veut rien dire. Donc, ils auront à contribuer, à faire des efforts. Ils pourront peut-être avoir même des subventions de l'État, c'est ce qu'on souhaite. Donc, on ne peut pas leur fermer la porte, puisqu'ils travaillent sur le territoire congolais. Donc, ils ont un rôle à jouer
ils seront soumis aux autorités sanitaires, à condition qu'ils respectent les règles de l'art. Donc, ils sont la bienvenue. Alors, docteur Ifunza, aujourd'hui, on sait que dans le cas de la prise en charge, notamment des gestes barrières par rapport à ce coronavirus, il faut du gel hydroalcoolique. Or, on sait pertinemment que le Congo n'en fabrique pas, il faut importer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le moment de donner, je dirais, aux pharmaciens congolais ou peut-être à des industriels la possibilité d'avoir ne fût-ce que ce produit localement au lieu d'être dépendant de l'importation? Alors, là, vous posez une bonne question. J'ai un confrère donc pharmacien, donc on a mangé hier ensemble. Tout pharmacien peut fabriquer une solution hydroalcoolique. La recette n'est pas difficile. Mais ce qui a été interdit par la loi, c'est la commercialisation parce que c'est très réglementé. Donc, ça revient aux autorités de Brazzaville de voir ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Mais tout pharmacien est à mesure de fabriquer la solution hydroalcoolique. Donc ça, c'est la compétence. Maintenant, est-ce qu'il peut faire pour que ça soit peut-être pas commercialisé ou à titre humanitaire, le distribuer à titre humanitaire, ça c'est possible. Mais il faut que l'État, l'autorité de l'État puisse contrôler. En attendant le contrôle de l'autorité de l'État, Dr Ifunza, on va bientôt arriver à la fin. Vous êtes président de l'ACBJ 3e. Aujourd'hui, vous avez déploré que les Congolais ne soient pas sensibilisés efficacement à cette pandémie. Or, vous-même, vous avez une association avec des membres. Quelles actions avez-vous menées? Qu'est-ce que vous faites en ce moment en termes de sensibilisation en direction de vos membres au Congo? Alors, la situation pour l'instant par rapport à l'extension de l'ACBJ 3e au Congo est très difficile. Vous savez qu'on est dans une dictature. On peut pas, pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de créer des cellules de l'ACBJ 3e à Brazzaville, mais nous essayons de maintenir les contacts avec les cellules ACBJ 3e qui sont, je ne dirais pas le département, puisqu'il faut quand même préserver la sécurité de nos confrères. Nous faisons un travail de terrain qui ne se voit pas, mais nous faisons un travail de communication et de contact avec les gens du terrain. Mais la cellule en tant que telle, officiellement, on ne peut pas l'ouvrir au Congo-Brazzaville vu les conditions de dictature. Docteur, j'ai une dernière question. C'est vrai qu'on en parle peu. Les femmes enceintes, est-ce que le virus passe la barrière placentaire? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de documentation, d'études faites dans ce sens. Pour l'instant, c'est le contact avec les mains qui est le vecteur de l'infection. Donc, par la voie barrière placentaire, pour l'instant, on n'a pas de documentation. Et c'est pour cela, pour l'instant, on insiste sur l'hygiène des mains, sur l'éternuement, il faut éternuer sur le coude, et puis éviter de tousser devant quelqu'un. C'est très important. Mais pour la traversée de la barrière placentaire, on n'a pas de document. Pour l'instant, c'est très tôt. Les choses évoluent et peut-être d'ici quelques mois, on aura un peu plus de données dans ce sens. Docteur, est-ce qu'il faut craindre on a parlé du Congo, c'est vrai que le pays n'est pas prêt. Sur le continent, quelle est votre projection? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, la projection s'annonce pas bonne. Il faut essayer de voir un peu par rapport à la situation d'Ebola. Ça avait sévi en Afrique de l'Ouest, en Sierra Leone, chez nos confrères de la RDC. C'était une infection, vraiment, il y avait une très forte létalité, mais c'était vraiment localisé. Donc, ce que nous craignons, c'est que cette épidémie se répande très vite en Afrique, puisqu'il y a déjà des cas dans plusieurs pays. Ils sont maintenant à plus de 800 cas en Afrique. Hein. Il y a peut-être 2 ou 3 au Congo, il y en a pas mal en Égypte. Donc, c'est une infection qui va épargner aucun pays, aucun continent, et il faut que nous en prenions conscience. Et les perspectives pour l'Afrique dépendra
la prise de conscience de la population et des autorités qui doivent donner une réponse appropriée. Donc, voyons déjà comment ça se passe, comment ça s'est passé en Chine, comment les choses se passent en Europe. Nous devons, par rapport à ça, essayer de calquer, voir un peu ce qu'on peut prendre comme mesure d'avance. Il faut anticiper les choses. Il ne faut pas attendre déjà que les choses aillent mal. C'est le moment où les gens doivent prendre conscience. Donc, j'en appelle aux autorités congolaises, j'en appelle à nos confrères de Brazzaville de prendre des dispositions. Comment faire? Et je pense que cette infection, donc en respectant le confinement, l'hygiène des mains, essayer d'expliquer à la population, parce qu'il y a aussi un problème d'alphabétisme, c'est important, il faut expliquer à la population. Et puis, je disais, comme nous avons des insuffisants rénaux chroniques, des drépanocytoses, Alors, on a perdu le docteur Ifunza, c'est un problème de réseau, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct. Donc, voilà. Déjà, le problème, comment avoir les stocks d'antibiotiques, c'est peut-être un problème. La vaccination anti-pneumococcique, ça, j'insiste sur ça. J'ai encore revu la littérature scientifique il y a 3 jours. On insiste, il n'est jamais trop tard pour vacciner contre le pneumocoque. Et ça, c'est une mesure. Le vaccin ne coûte pas cher. Il ne faut pas attendre que Bill Gates nous envoie des sous pour entamer ces campagnes de vaccination. Le Congo, c'est un pays suffisamment riche pour essayer d'actualiser la vaccination de pneumococcique, parce que les gens vont mourir d'infection en premier lieu à pneumocoque. Et ça, nos confrères médecins du Congo doivent en être conscients. Avoir des stocks de pénicilline, ça c'est important aussi, parce qu'il peut y avoir rupture. On peut avoir une infection à coronavirus et faire une pneumonie à pneumocoque. Si vous avez la pénicilline, vous pouvez sauver le patient avant qu'il ne puisse développer une détresse respiratoire, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas assez d'appareils de respirateurs. Donc ça, c'est important. Yoriska, le mot de la fin. Le mot de la fin, docteur, on voit aujourd'hui en France, c'est la course au masque. Et on a vu une psychose qui est en train d'arriver au Congo, c'est que tout le monde trouve n'importe quel masque pour se protéger des projections. Tout le monde n'a pas des masques FFP2, des masques chirurgicaux. Les populations essaient de se protéger comme ils peuvent. Il y a des masques à foufou qui sont en train de sortir. Est-ce qu'il y a une particularité à ces masques? Alors, je n'ai pas entendu la première partie de votre question. Concernant les masques, il y a plusieurs types de masques. Il y a des masques simples, des masques chirurgicaux et les masques que nous utilisons régulièrement en pneumologie, ça s'appelle FP2. C'est des masques ultra-filtrants qui sont très utiles même pour la protection contre la tuberculose. Donc, à défaut des masques adéquats, donc on peut utiliser tout type de masques, sont le bienvenu. Maintenant, pour le Congo, il faut que les gens fassent des efforts pour en procurer. Il faut en commander. La Chine en produit pas mal. Quelques soucis de réseau avec… Alors, attendez une seconde. Une seconde. Alors, attendez une seconde. Allô, m'entendez? Allez-y, docteur. Allez-y, vous êtes sur en ligne. Parce que j'ai eu un coup de fil. En fait, je disais par rapport au masque, le Congo, c'est un pays riche. Il y a suffisamment de sous. Il faut que les autorités essaient de prendre conscience, de faire la commande en Chine. La production française n'est pas assez, je pense, pour l'exportation, mais en Chine, il y a des possibilités d'avoir des masques. Donc, il faut le faire dès maintenant. Parce que ça risque d'être trop tard. Tant que l'épidémie n'a pas encore plus d'ampleur au Congo-Brazzaville, on peut le faire maintenant et ça permettrait de sauver des vies. Il est difficile aujourd'hui pour le Congo d'aller produire des masques. Non, ils n'ont pas fait, ils ne produisent rien. Donc, il faut en procurer. Donc, il faut arrêter avec le misérabilisme. Dire, voilà, on va attendre qu'on vienne nous donner des donations. Non, il est hors de question. Il y a de l'argent. Il faut qu'à Oyo, on aille chercher des caches d'argent à Oyo pour aller commander des masques en Chine. Il faut qu'on arrête avec le misérabilisme. Le Congo, c'est un pays riche. C'est ce que je peux dire. Docteur Ifunza, avant de nous séparer, est-ce que vous serez prêt aujourd'hui à rentrer, si le Congo vous le demande, pour venir en aide au CHU par exemple? À rentrer au Congo pour aider le CHU? Je dirais non, ma réponse est non, pour la simple raison, je suis bien là où je suis.
Je travaille presque à 200% de mes capacités. Le Congo, je sais bien que moi, il y a une dette envers le Congo, puisque si je me retrouve ici en France, c'est parce que moi, j'avais bénéficié d'une bourse pour venir faire des études en Europe. Ça, je le sais. Et Sir Makosso, qui connaît bien le problème des professionnels de santé de la diaspora, nous avons tenté à plusieurs reprises de rentrer en contact avec l'autorité du Congo pour voir comment nous pouvons contribuer depuis l'Europe, envisager des missions de soins ou de formation. Malheureusement, cette idée a été balayée par nos confrères du Congo et les autorités aussi en disant bon, ils n'ont qu'à venir d'abord souffrir comme nous. À ce moment-là, on verra ils n'ont pas besoin. Et en ce moment où je parle, je peux dire qu'il y a des médecins au chômage à Brazzaville. Des médecins au chômage qui ont fini la formation, qui sont à la traîne, qui ne sont pas encadrés. Donc le Congo, en gros, n'a pas besoin de médecins. Donc ça ne sert pas que je dis m'hazarder là-bas, ils n'ont pas besoin de moi. Il y a des médecins au chômage au Congo, ça vous devez le savoir. Ils sont diplômés depuis 2-3 ans. Ils peuvent aller faire le stage au CHU à Talangawa Makalekile. On ne leur donne rien. Donc on a l'impression qu'on n'a pas besoin de médecins. Donc à partir de ce moment, je pense que je n'ai rien à faire au Congo pour l'instant, surtout devant ces autorités dictatoriales qui prennent pas, qui manifestent même un mépris envers les populations. Parce que la situation déjà est catastrophique, on ne peut pas imaginer qu'on abandonne les étudiants à l'étranger sans bourse. Alors, il y a une information que j'ai eue hier, donc qui reste à vérifier. Il semblerait que les étudiants congolais qui sont à Cuba, les autorités cubaines les auraient, je mets tout ça au conditionnel, les auraient forcés d'aller faire le nursing auprès des patients infectés par le coronavirus à Cuba. Ça, c'est sous réserve. Donc, je n'ai pas la certitude. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Est-ce que c'est réel ou pas? Et que pensent les autorités? Que pense l'ambassadeur du Congo à Cuba? Donc, c'est une information à vérifier. Je mets au conditionnel. En tout cas, je vous donne la possibilité, je vous incite à aller explorer cette piste des étudiants congolais en médecine à Cuba. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Forcer les gens à faire le nursing. Donc, il faut voir, prendre la température alors qu'ils n'ont pas de protection. Donc, ça, c'est à vérifier. Je mets ça au conditionnel, mais vérifiez bien l'information. En tout cas, pour le Congo, ils n'ont pas besoin de médecins de la diaspora. Merci, docteur, d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous. Nous précisons aux téléspectateurs de Ziana TV que vous êtes d'astreinte, donc vous êtes sur votre lieu de travail. Merci à vous qui êtes là. Merci à votre fidélité à Ziana TV. Merci à Sir Makosso. Portez-vous bien. Nos programmes continuent. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir donc invité à partager ce moment d'échange dans cette période très critique où la communauté médicale ne sortirait pas gaillardie de cette crise parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont révolutionner, qui vont changer notre façon de travailler. Et pour l'instant, je pense que nous allons continuer à faire de notre mieux pour aider l'être humain, parce que le plus important, c'est l'être humain que nous devons prendre conscience. Et donc, s'il y a un mot que je dois m'adresser surtout à mes compatriotes du Congo, il faut qu'ils soient conscients du danger, il faut que les autorités se ressaisissent, il faut que nos amis de la communauté médicale du Congo-Brazzaville puissent se réunir pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'autre niveau et puis qu'ils exercent une pression sur les autorités politiques. Ils ne peuvent pas rester comme ça en spectateur. Merci, docteur. À très bientôt. Au revoir. Merci, Sir Makosso. Merci, madame. Au revoir.